7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé pour l'ultime numéro de Taxi Presse de la semaine. La grande messe de vendredi. Aujourd'hui, l'équipe est au grand complet. Abi Alpha Isotou, le patron de l'hebdomadaire Le Rendez-vous. Fabrice Pekiesi, le patron du bi-hebdomadaire Le Libéral. Ferdinand Haïté, le patron du bi-hebdomadaire L'Alternative. Et nous enregistrons le retour de Loïc Lawson, le patron de l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. Ensemble, et dans notre ambiance toute particulière, nous analyserons et commenterons tous les sujets qui ont donc été largement traités par les rédactions ou qui ont retenu notre attention. Nous parlerons politique, bien sûr, au moment où nous amorçons le dernier virage, peut-être, dans la résolution de la crise politique au Togo. On va dire une délégation de la commission de la CEDEAO a rencontré les acteurs hier. Pas grand-chose à mettre sous la dent, sinon un résumé très diplomatique, là encore, du général Francis Béhanzin. Pendant ce temps, le bout du tunnel semble visible en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara fera ou transférera le pouvoir en 2020. C'est ce qu'il a annoncé en début de semaine. Cela mettra-t-il Faure Gnassingbé en difficulté comme beaucoup le pensent? Cette année, il faut le rappeler, c'est le deuxième président de la CEDEAO après Mamadou Issifou qui annonce son départ du pouvoir après le deuxième mandat. Rassurez-vous, nous ne parlerons pas que politique. Il y a d'autres sujets au programme comme ce scandale qui pointe le nez ou que doit être l'alternative à la faculté du droit à l'université de Lomé. On reviendra sur tous ces sujets. Bienvenue. Et nous commençons avec la revue de presse. Nous commençons avec le quotidien Togo matin. Travaux. Le confrère parle des travaux du 5e round du dialogue intertogolais quand Jean-Pierre Fabre s'érige en inspecteur de son adversaire. C'est ce que vous lirez à la page 3 du quotidien Togo un matin. Forum politique de haut niveau, forte mobilisation des partenaires en faveur des ambitions du Togo. Le confrère revient sur le sujet. Puis sur la grâce présidentielle expliquée par le CACIT. C'est un éclairage donc du journal. Vous lirez l'article dans le Togo matin. Il y a le quotidien Liberté qui parle de rencontres avec la délégation de la CEDEAO. La C14 a insisté sur l'application des mesures d'apaisement. Vous lirez l'article à la page 4. Possible retour à Lomé de Tikpi Adjadam. Quelle garantie pour sa sécurité se demande le confrère Liberté. Le journal qui publie aussi une interview de Targon Sambrini qui répond donc aux responsables du PDP. Et puis il y a un autre sujet par rapport donc à la contribution pour une sortie de crise au Togo, ce grand service qu'attend le peuple togolais des ambassadeurs occidentaux. Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté. Le quotidien Forum de la semaine. Forum de la semaine qui parle du général Béhanzin qui promet des avancées notables pour le 31 juillet prochain. Vous lirez l'article dans le journal. Forum de haut niveau sur les ODD. Le Premier ministre, comme Isselom Klassou, a échangé avec plusieurs personnalités du système onusien sur les ambitions de développement du Togo. L'article est découvert dans le journal. Et puis, société avec la Banque mondiale qui décaisse 16 milliards de francs CFA pour le développement inclusif et durable au Togo. Vous lirez l'article dans le quotidien Forum de la semaine. Le bi-hebdomadaire L'Alternative qui parle du scandale à la faculté de droit d'Oji, Kokoroko et Kosivi Hunake dans la tourmente, écrit le confrère. Les enseignants saisissent le CAMES. Vous lirez cela. C'est un grand dossier à lire à la page 4, 5, 6 et 7.
Rencontre avec la mission de la CEDEAO, le régime RPT Unir dribble la facilitation, renseigne notre confrère ce matin. Puis présidentielle 2020, Ouattara met fort Gnassingbé, s'entend donc en difficulté. Vous lirez l'article dans le journal L'Alternative. L'autre billet hebdomadaire, c'est l'Union pour la patrie. L'Union pour la patrie qui évoque, on va dire, un sujet lié donc à la Banque mondiale en approuvant le nouvel investissement de l'IDA de 30 millions de dollars. La Banque mondiale renforce les infrastructures et la gestion urbaine de cette grande ville. L'article de Covid dans le journal. De nouvelles mesures d'apaisement politique, réduction de peine et liberté provisoire pour 19 détenus. Vous lirez l'article dans le journal, on va en parler aussi tout à l'heure. Et puis, entre autres ressources de financement au titre du 3e trimestre, le Togo table sur 50 milliards ce vendredi sur le marché financier régional. Le détail à découvrir donc dans le journal L'Union pour la patrie. Le billet hebdomadaire L'éveil de la nation aussi dans les kiosques ce matin. Une émission de la CEDEAO a échangé avec les protagonistes. Le double langage de la coalition étonne, écrit le confrère, qui parle du député Ouro Akpo Tchenyao, bataille au sein de l'opposition pour le contrôle de certaines villes du Nord. Le député Ouro Akpo accusé d'être la bouche armée de l'ANC contre le PNP. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis crise et mesures d'apaisement pour une sortie de crise. Finalement, Fort Gnassingbé gracie 7 manifestants et 19 bénéficiaires, ou 19 bénéficient, je veux dire, d'une liberté provisoire. Vous lirez l'article dans le journal avec la chronique politique des marches thérapeutiques aux marches stratégiques. L'article de Covid dans l'hebdomadaire L'éveil de la nation. Il y a le billet hebdomadaire, je veux dire. L'hebdomadaire Le Canard indépendant qui parle aussi des mesures d'apaisement. La C14 reste insatisfaite. Vous lirez l'article dans le journal. Développement, Togo, un pays en manque d'innovation. Les détails sont à découvrir donc dans l'hebdomadaire Le Canard indépendant, le confrère qui parle également de l'énergie avec le pétrole. Le Togo et le Ghana se battent pour un gisement en mer. Les détails sont découverts dans le journal. Et puis Alassane Ouattara qui renonce à un 3e mandat. Une décision susceptible d'affecter Fort Gnassingbé, écrit le Canard indépendant. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est Le Tonnerre. Le Tonnerre qui parle de sortie de crise, dernier virage, s'exclame le confrère avec les photos de Fort Gnassingbé, Nana Akufo-Addo et professeur Alpha Condé. ODD, des progrès réalisés par le Togo. Et puis la Banque mondiale, un nouveau projet de plus de 16 milliards de francs CFA pour améliorer les infrastructures urbaines au Togo. Vous lirez tous ces sujets dans l'hebdomadaire Le Tonnerre. Alors, outre Le Tonnerre dans les kiosques ce matin, vous avez le quotidien Liberté. Il y a l'hebdomadaire Le Canard indépendant, le billet hebdomadaire L'éveil de la nation. Vous avez le billet hebdomadaire L'Union pour la patrie. Il y a le billet hebdomadaire L'Alternative, le quotidien Forum de la semaine et le quotidien Togo Matin. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Et retour en studio avec les confrères. Bonjour Abi Alpha Isotou. Et bonjour confrère, bonjour à la rédaction. Un coucou particulier au confrère Loïc qui est en train de rejoindre le bateau. Entre-temps, il nous a laissé. J'espère qu'il est revenu une fois pour de bon. Et bon vendredi à tous les frères et sœurs musulmans. Merci beaucoup Abi Alpha. Bonjour à l'enfant prodige. Loïc Lawson qui revient à la maison. Bonjour Loïc. Bonjour Eric Gator. Comment allez-vous? Ça va. Bonjour à tous les amis de la plateforme Taxi Presse et à tous les auditeurs auditrices. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. Bonjour Ferdinand. Bonjour Eric et bonjour à tous les confrères. Fabrice, vous allez bien? Bonjour. Oui, ça va. En dents de scie depuis quelques temps, mais bon, je suis là. Merci de nous avoir rejoints. Je voudrais avant peut-être aborder la question liée donc à l'éducation. Vous savez qu'il y a un sujet sur le CEPD qui fait le tour des réseaux sociaux, beaucoup de commentaires. Et on ne le commentera pas en tant que tel, mais je voudrais quand même s'intéresser à vous, à Bielfa. Vous avez traité un sujet il y a une dizaine de jours. Vous avez souhaité revenir juste quelques minutes là-dessus. C'est par rapport à la dette intérieure du Togo, avec des Togolais, même des expatriés qui ont fourni ou qui ont rendu service au gouvernement togolais, à l'État togolais dans son ensemble. Et ces gens qui sont en difficulté aujourd'hui, puisque, et comme vous l'écrivez, ce sont des brebis sacrificielles finalement qui poussent le dernier cri.
Évidemment, ce sont des brebis sacrificielles. Il y a des types d'endettés, c'est-à-dire deux types de fournisseurs de l'État. Il y a les grandes entreprises et les petites. Nous savons bien que le Togo a une dette intérieure presque analogue à la valeur du budget national, plus de 1000 milliards de dettes. Je sais aussi qu'en 2008, la dette intérieure du Togo était de 380 milliards en 2008. Maintenant, elle est passée à presque la valeur du budget en cours. Ça fait problème et c'est les petits fournisseurs qui trinquent. Donc, les gens vont dans des banques pour faire des prêts afin de répondre à des appels d'offres. Et quand on fait un prêt dans une banque, vous savez ce que ça veut dire. Avant ça, nous avons parlé d'un total de 51 personnes qui sont propriétaires de maisons, qui ont loué des immeubles à l'État et qui depuis 3 ans, ils ne sont pas payés. Donc quand tu regardes tout ça là et tu vois les pressions que surtout les petits fournisseurs ont de la part des banques, ça fait problème. Au même moment, par plusieurs fois, on a lancé des prêts, des emprunts obligataires, comme quoi pour payer la dette intérieure. Et quand ce monde-là continue par voir, mais certains même voir leur immeuble être hypothéqué par des banques, parce que quand on veut faire un prêt à partir d'un certain niveau, forcément il faut déposer un minimum de garantie. Donc certains ont dû soit leur propre titre foncier, soit des titres fonciers de tierces personnes qu'ils ont déposé pour faire des prêts. Quand les banques sont en train de mettre la main sur des propriétés comme ça, alors que c'est à l'État que des gens ont rendu service, ça fait problème. C'est fournir des trucs dans l'administration publique, c'est gagnant-gagnant, mais quand un camp doit être étouffé, doit en pâtir parce que l'État est endetté. Je pense qu'il faut que l'autorité, c'est-à-dire soit un peu regardant vers ce processus. C'est vrai que ce problème a été toujours traité. Je me rappelle il y a plusieurs années où ceux qui ont travaillé dans les bâtiments publics, les BTP, se sont quand même constitués en syndicats quand même pour pouvoir demander à l'État de les payer, parce que l'État quand même reste devoir à beaucoup de millions à ces Togolais, même à ces expatriés. Est-ce que ce n'est pas un vrai problème, Fabrice? Ah oui, bon. La dette intérieure... bon, tous les pays en ont, mais bon. Elle existe toujours. Je crois que généralement, l'État s'organisera de manière à les éponger, bon, surtout quand il s'agit des fonctionnaires, puisqu'il y a eu quelques années où il y avait également des arriérés des salaires. Oui. Mais je crois qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'arriérés des salaires. Mais il faut dire qu'effectivement, bon, au niveau des fournisseurs, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec l'État, et parfois c'est la croix et la bannière pour entrer dans ces fonds avec le trésor public, où il y a quelques années également, il fallait parfois tordre le cou au bon sens, c'est-à-dire procéder avec des pots de vin avant qu'on nous paie l'argent qu'on vous doit en réalité. Donc, bon, surtout avec les comptables. Hein. Oui, bien évidemment. Donc c'est un problème sérieux. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais il est clair que c'est une situation qui met à genoux certaines entreprises, surtout quand on vous demande de préfinancer certains travaux et à la fin vous introduisez les factures qui traînent. Et parfois je m'amuse à le dire, pour ceux qui ont des contrats avec par exemple la CET, l'OTR, ils ne vous payent pas dans le délai. Mais la CET ne perd pas le temps pour venir vous couper le courant quand vous ne payez pas vos factures. Ces entreprises, quand vous introduisez les factures, c'est 3 mois, ça traîne, parfois ça va au-delà. Et également au niveau de l'OTR, eux, ils sont très regardants. D'abord, avant qu'ils ne vous payent, il faut que vous soyez en règle. Et quand vous introduisez également, ça prend du temps. Oui. Ça prend du temps, et ce qui fait que ça n'arrange pas vraiment les opérateurs économiques, les petites entreprises qui ne comptent que sur ces petits moyens. Parce que parfois, ça vous donne l'impression d'être un faux aux yeux seulement d'abord de vos employés, puisque peut-être vous avez la difficulté pour pouvoir payer en fin du mois, ou alors vous avez contracté des dettes à la banque qu'il faut également rembourser là-bas aussi, ça n'attend pas. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi quand il s'agit de décaisser de l'argent, c'est vraiment un chemin de croix, je n'en sais pas grand-chose. Ferdinand, c'est un sujet qui doit non, je crois que l'essentiel a été dit. La presse en parle régulièrement. Maintenant, il revient
aux autorités, parce que payer la dette intérieure, c'est booster aussi l'économie, Oui. c'est faire circuler l'argent dans le pays, c'est permettre aux entreprises d'être viables. Et vous voyez des gens qui ont des charges, qui ont des immeubles, qui ont loué il y a des locaux qu'ils ont loués, il y a le personnel, et il y a des prêts dans les banques. Donc payer la dette intérieure, c'est permettre à tous ces gens-là de faire tourner l'économie du pays. Et donc aujourd'hui, si ces sociétés ne tournent pas bien, ça se ressent dans le vécu quotidien. Donc moi je pense que s'il y a un appel à lancer, c'est de demander à l'État de... C'est-à-dire que ce n'est pas que les politiques qui périclitent l'économie togolaise. L'État même aussi peut quand même aider l'économie à se relever. Moment où vous ne payez pas à partir du moment où vous ne payez pas la dette intérieure, vous ne permettez pas aux entreprises de bien tourner et de maintenir les emplois. Et puis bon, vous connaissez le principe de la distribution des revenus de 15. Une fois que quelqu'un gagne de l'argent, il nourrit peut-être plusieurs personnes. Oui. Il y a la distribution des revenus. Et donc, à partir du moment où les entreprises sont en difficulté, c'est une partie de la société, pour ne pas dire toute la société qui est en difficulté. Donc, on exhorte l'État à faire un effort pour payer la dette intérieure, pour permettre à ces jeunes entreprises-là de tourner. Parce que quand vous voyez souvent dans des journaux, Togo Presse, ou on fait des conférences de presse, on dit oui, au Togo, on a créé dans la dernière période 300 entreprises, on a enregistré 400 entreprises. Mais combien d'entreprises sont viables? Ce n'est pas le fait d'enregistrer la création des entreprises. Est-ce que ces entreprises fonctionnent? Est-ce qu'elles sont viables? Combien d'entreprises ferment? Oui. Ah, ce chiffre-là, on ne donne jamais. On ne donne jamais. On nous dit juste qu'on a créé des entreprises, on a créé des entreprises. Mais combien d'entreprises fonctionnent réellement? Et quelle est la valeur de production de ces entreprises-là? Ça, on ne le dit pas. Voilà. Oui. L'État est un mauvais client, finalement. Hein. Il ne faut jamais prêter de l'argent, finalement, à l'État. Oui, bon. Tout le monde, c'est partout. Hein. L'État est toujours mauvais payeur, très souvent. C'est comme ça, c'est partout. C'est pour ça, il y a les hommes d'affaires. Il n'y aura pas de fournisseurs. Les chefs d'entreprise chevronnés qui souvent participent aux appels d'offres et consorts. Tu vois, il y a une ligne. Quand tu regardes dans un appel d'offres, il y a toujours la ligne qui paye. C'est-à-dire le paiement sera par qui. Tu verras que certains, depuis un temps, beaucoup de certains chefs d'entreprise chevronnés, quand ils voient que c'est un financement sur le fonds personnel de l'État, c'est le trésor public, ils ne participent même pas. Mais quand on dit c'est l'Union européenne, c'est la BOAD, c'est elle, tu comprends? Oui. Ils participent. Parce que le paiement, c'est après 60 mois. Bon, ça dépend de combien de temps va durer le chantier. Ça va vite. Donc, il y a ce côté-là que beaucoup ne regardent pas. Et quand ils veulent participer, et ils y vont. Et après, quand tu sais, quand c'est l'État, c'est toujours compliqué. La caisse est vide. L'État n'a pas de l'argent liquide dans la caisse. En réalité, quand on nous dit l'État togolais... il faut dire ça à nos concitoyens. Oui. Ceux qui postulent quand même aux appels d'offres. Tout à fait. Parce qu'il y a des fournisseurs, ce n'est pas un appel d'offres. On vous appelle, on nous a un tel nombre d'articles, fournissez-nous ça, on vous paye. Ça, ce sont ceux qui ont des réseaux. Ça, c'est différent. Parce que tu sais, j'ai suivi récemment encore une formation d'une semaine sur justement les marchés publics et à laquelle j'ai participé personnellement en tant que chef d'entreprise, à part le journaliste que je suis. Et j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignorait dans ce domaine spécifiquement. Donc, j'ai dit, l'État est toujours mauvais payeur partout. Maintenant, si tu as des réseaux ou des relations qui te permettent de pouvoir, parce que tu connais le directeur général du Trésor, ou bien, je ne sais pas, le ministre des Finances. Mais c'est pas normal. Mais oui, ça, c'est des choses, il y a partout, Erigato. Ce n'est pas seulement chez nous. Ça existe partout. Sauf que, je dis, ça dépend aussi comment vous appelez ça, du niveau du marché. Quelqu'un qui a eu un marché de 10 millions n'a pas le même problème que quelqu'un qui a un marché de 4 milliards. Quelqu'un qui a un découvert à la banque, comme ce qui est arrivé avec Seco. Oui. Il a fait énormément de découvertes. On l'a laissé énormément faire de découvertes à la banque. L'État s'est porté garantie et le même État qui l'a porté haut s'est retiré et c'est là où il s'est écroulé. Parce qu'on t'a soutenu. C'est-à-dire l'État se porte garant au niveau des banques. Tu prends des milliards. Et ce qu'ils ont fait, ils avaient une stratégie là, avec Ayassora à l'époque, ils appelaient la préfinancement. Oui. Et c'est les banques qui payaient. Et qui fait sortir l'argent. Et la banque le fait parce qu'elle pense que l'État à un moment donné va te rembourser. Et l'État t'a laissé, tu t'es endetté énormément et après l'État te laisse tomber. Tu vois, les banques ne connaissent pas, ils vont te poursuivre jusqu'au bout. Il y a eu un dossier même sur Ebomaf que moi j'ai eu à écrire entre-temps comme cela.
où le BEMAF devait préfinancer. Je crois que le problème est jusqu'à présent, à l'heure où je parle, sur la voie, une route à Mango. Non, Mango en allant, c'est pas encore fait jusqu'à ce jour où sur préfinancement des 2 banques togolaises, et plus la BIDC, mais la BOAD et la BIDC sont portés garants pour lever les fonds pour EPOMAF. Il a pris les sous, mais aujourd'hui, c'est la croix et la bannière pour filer le chantier. Parce que aussi, derrière tout ça, les gens sont mouillés et après, personne n'est là pour le taper un peu dans les doigts pour dire, mais fais le boulot. Et le pays est comme ça, on fonctionne comme ça. Ce qui fait qu'il y a des chantiers bâclés. Aujourd'hui, quand on parle, moi, des routes, la zone de Agoué, toutes les routes que vous voyez, les gens n'ont pas marché sur ces routes, mais les routes sont en train d'être dégradées. Parce que l'argument, aujourd'hui, les gens veulent profiter des marches qu'il y a eu par le passé pour dire que les marcheurs ont dégradé les routes. Non, mais on ne peut pas marcher. Non, j'ai entendu ça récemment. Des ministres et des journalistes sur les médias. Il y a des routes. Manifestations qui dégradent. Je parle de la zone, oui, d'Agoué, où il n'y a pas eu, et comment vous appelez ça, des pneus brûlés. Les routes se dégradent d'elles-mêmes. Et tu vois ça, tu te dis, ce chantier vient d'être livré il y a 2 ans, il y a 1 an. Mais parce qu'il n'y a pas de suivi, parce qu'il n'y a pas de garantie, parce que les gens sont mouillés. Je vous disais tout de suite qu'en 2008, la dette intérieure du Togo était à 380 milliards. Aujourd'hui, elle est à presque 1200 milliards. Presque la valeur du budget national. Ça veut dire que l'État a en cours 1200 milliards et plus pour gérer le budget en cours. Au même moment, le même État doit aux particuliers plus de 1000 milliards. Ça veut dire que l'économie est étouffée quelque part. Ça ne tourne pas parce que, comme l'a dit les confrères, il faut bien que ça tourne avec le particulier pour que ça fasse chose. Parce que, en fait, la plupart des partenaires primaires de l'État, c'est des salariés. Et les salariés, ils attendent le salaire. Si ça ne vient pas, ils pointent un mois d'arrêt des salaires. Donc, j'espère que l'État va être regardant vers cette situation. Merci beaucoup, Abi Alpha Isotou, Loïc Lawson, Fabrice Pekezi, Ferdinand Haïté. On se retrouve dans... On va parler de l'université tout à l'heure et ce qui se passe de ce côté-là. Ferdinand va nous dire ce qui se passe réellement à l'université, puisqu'il a fait un dossier sur 4 pages 4, 5, 6 et 7. Il y a ce sujet de CEPD quand même qui est rayé depuis lors sur les réseaux sociaux. Pour certains, ce n'est pas normal qu'on demande la description du mouton aux enfants à l'examen. Pour d'autres, le test est mal écrit comme sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice? Juste, on fait un tour de table rapide. Oui, c'est vrai que par rapport au test, on avait l'impression comme si c'était un peu du registre familier. Bon, même si on a envie Ce sont les enfants. Non, les enfants, c'est pas forcément le registre familier. Et c'est-à-dire que ça peut être écrit dans un langage beaucoup plus courant, simple et accessible, mais pas le familier. Le familier, c'est pas pour les enfants, c'est pour tout le monde quand vous êtes dans la rue et tout cela et autres. Donc on a cette impression. Maintenant, le sujet lui-même sort un peu de l'ordinaire. Bon, mais décrire un mouton, bon, tout dépend. C'est vrai que nous, on est passé il y a longtemps. Je ne sais plus quels sont les objectifs pédagogiques poursuivis. Qu'est-ce qu'on veut rechercher auprès des enfants en leur donnant un sujet pareil. Oui, mais alors, capacité à rédiger. Oui, à décrire, je veux dire. Oui, la capacité à décrire, c'est pour cela que j'ai dit, c'est un peu un sujet un peu... La description a toujours existé. Oui. On peut vous demander de décrire un orage ou alors une période d'harmattan. Enfin, il y a beaucoup de choses. Faire le portrait d'un meilleur ami, tout ça, ça existe. Mais un mouton, c'est pour cela que je dis maintenant, il faut chercher les objectifs parce que généralement, on ne fait rien ex nihilo. Il y a forcément un objectif qu'on poursuit. Est-ce que c'est une manière d'amener les enfants à s'intéresser je sais pas aux animaux désormais, et puis on sait que au fur et à mesure que le monde évolue, les enfants sont de plus en plus coupés. Très peu d'enfants voient même la volaille vivante. Est-ce que c'est ça en recherche? Mais c'est vrai que ça sort inédit et ça risque de se résumer à quelques phrases. Si on vous montre la copie aujourd'hui de ces élèves-là et autres, bon, ce qui est sûr, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'avoir. Pourquoi cela? Il y a forcément des raisons. Mais il faut dire que généralement, les épreuves au niveau des examens, je crois que pendant longtemps, on en a parlé. Parfois, ça pose problème. Même au niveau du BPC, il y a eu un problème au niveau du sujet lié à l'anglais.
où pratiquement, je crois que c'était pas au programme ou quelque chose comme cela. Et il paraît-il même que certains candidats sont partis avant qu'on ne corrige même les petites coquilles qu'il y avait et tout cela. Et c'est toujours revenu. Moi, je me souviens de mon bac où on avait eu un sujet en géographie qui était hors programme. On s'est toujours demandé pourquoi cela arrive. Alors, l'explication qu'on donne généralement au niveau des services des examens, puisqu'on est un peu passé par là, c'est que généralement les sujets, pour des raisons liées à la confidentialité, c'est-à-dire que on peut demander aux enseignants de proposer des sujets. Bien sûr. Et après, on choisit certains sujets. On peut choisir 6 qui sont susceptibles de passer à un examen. Maintenant, dans les 6, on met ça sous pli et on tire au sort. Ce qui fait que, même si tu as une idée des 6 sujets qui ont été proposés, tu ne sais pas exactement au feeling celui qui a été tiré. Mais maintenant, le danger, c'est que parfois, des sujets traînent et peut-être parfois, c'est 5 ans plus tard, voire même 10 ans plus tard, un sujet qu'on a composé une année revient. Ce qui fait que parfois on se retrouve avec des sujets hors programme, ou alors au lycée, parfois on balance un sujet de la série D à la série A. Ça s'est passé bien sûr. En sciences naturelles une année et tout cela. Et donc, c'est parce que si on se dit qu'il y a un dernier coup d'œil, avant même de mettre un saut sur l'ensemble des sujets, peut-être que ça peut attirer l'attention des uns et des autres. Maintenant, il faut vraiment voir s'il ne faut pas revoir cette manière de faire, parce que ça devient parfois scandaleux. Généralement, surtout au bac par exemple, ceux qui surveillent ici ne connaissent pas. Dans le domaine de l'enseignement, on peut prendre une couturière pour surveiller le bac. Et ça aussi, c'est pour des raisons liées au fait que la tricherie soit limitée, parce que si c'est des profs, même quand tu es prof et tu es en face tu es en face de toi des candidats, même quand il y a une erreur, tu n'as pas le droit de le dire, puisqu'il faut que l'ordre vienne d'en haut. Il faut que ça circule, ça remonte jusqu'au plus haut degré pour qu'on donne l'ordre pour dire, bon, écoutez, corrigez l'erreur. Parce que si tu corriges l'erreur dans ta salle et dans une autre salle, on ne l'a pas fait, ça fait scandale. Les enfants, ils rentrent à la maison, ils ont des parents. Ah, chez nous, on n'a pas corrigé. Chez les autres, on a corrigé. Et ça pose problème pour celui qui surveille et tout cela. Alors, donc, je crois que c'est des éléments qu'il faut revoir pour les prochaines fois. Oui. Abi Alpha. Ouais, moi, je pense que le sujet est assez à deux niveaux. Si on me parle du texte qui, académiquement, n'a pas été bien écrit, du sujet qui n'a pas été bien posé, je comprends. Mais le fait qu'on ait demandé aux enfants de décrire le mouton, moi, je ne vois pas un scandale. Il faut se demander combien d'enfants peuvent décrire vraiment le mouton comme ça se doit. En même temps, il faut être capable d'avoir déjà vu un mouton. Exactement. Donc, déjà, le fait d'écrire le mouton. Il y a quelqu'un qui disait hier que des enfants qui ont passé, qui ne sont jamais sortis, s'ils sortent, c'est en voiture. Il y a des gens qui sont logés à la caisse. Il y a qui ne sont jamais, exactement, qui n'ont jamais quitté leur maison. Le papa n'est jamais rentré. Parce qu'on ne parle pas de chèvres. Exactement. On a vu sur les réseaux sociaux déjà, des images de chèvres. Le papa n'est jamais rentré à la maison avec un mouton, il ne sait pas trop. Bon, maintenant, le fait qu'on ait demandé aux enfants de décrire un mouton, moi, c'est-à-dire sur le fond, je ne trouve pas de problème. Maintenant, si on pose un sujet que l'examinateur présente au candidat un sujet avec des fautes ou bien avec un français approximatif, là, ça fait débat, ça fait problème. Et ça vient souvent. Ça vient souvent. Comme le cas aujourd'hui, il y a des ça vient souvent. De temps. Exactement. Et puis, avant, c'était au niveau du bac, au niveau du probac, qu'on voit ça très souvent. Mais quand ça s'est dégradé jusqu'à ce qu'au niveau du tout premier certificat, on voit des sujets qui c'est-à-dire sur le plan, parce que c'est vrai, il y a le langage de la rue et il y a le langage soutenu. Le langage académique qui est censé être le langage qu'on apprend aux enfants dès les premiers jours. Donc, mais quand on ne peut pas, pour un sujet de rédaction d'une ou deux phrases, on ne peut pas apprendre à un enfant à retenir pour une fois en passant une phrase soutenue, ça fait problème. Louis Classon, un commentaire? Non, je fais partie de ceux qui pensent que je ne trouve pas de problème au sujet. Il n'y a pas de problème. Dans la forme, je ne trouve pas de problème. À part ce que
tout le monde a relevé cette fameuse virgule qui a manqué à un moment dans le test et qui fait que le test n'était pas un peu... Et la concordance des temps qui a été soulevée, moi je ne trouve pas de problème. On ne va pas demander à des enfants togolais d'aller décrire la neige. On ne va pas leur demander d'aller décrire personne la n'a Tour dit Eiffel. ça aussi. Non, parce que la description, on parle du fait déjà que la description fait partie Du du programme. programme. C'est juste la description qu'on a demandé aux enfants. Maintenant, quand on dit les enfants, certains enfants à 8 ans n'ont jamais vu de mouton, non. Laissez, c'est nous, nos enfants, on connaît ce mouton. Ils fréquentent. Non, nous, nos enfants cohabitent avec les moutons. Ceux justement qui dirigent le pays, qui sont au sommet de l'État, leurs enfants n'ont pas vu mouton. Là, d'accord, parce qu'ils ne sont même pas confrontés à cette épreuve. Eux, ils sont dans d'autres établissements. Dites-moi, non, mais oui, sois sincère. Tu prends aujourd'hui tout le système tel qu'il est, ceux qui gouvernent ce pays, combien leurs enfants vont dans les EPP ou les écoles privées du quartier? Non, tous sont compris maintenant, c'est Lumière, c'est lycée français, c'est Mariam, mais leurs enfants ne sont pas dans ça. Et maintenant, on peut aussi dénoncer le fait qu'il faut relever le niveau, parce que pas parce que vos enfants ne fréquentent pas le système éducatif qui vous a formé, qu'il faut négliger ce système, et parce que vous êtes sûr que vos enfants sont ailleurs. Là, on vient de passer les épreuves du baccalauréat français. Tu n'as pas vu combien prenaient l'avion pour partir? Oui, beaucoup. Ou alors, est-ce que nous, nos enfants, on peut faire ça? Non. Donc c'est ça. Non, si vous avez les moyens, ils peuvent aller aussi. Oui, mais sauf que la réalité sur le terrain aujourd'hui, c'est ceux qui nous dirigent et les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui ont un peu de moyens, qui ont leurs enfants là-bas. Au fait, le système est à terre. Là, c'est notre débat. La politique a fait qu'aujourd'hui, comme on a un problème politique dans le pays, dès qu'il y a une petite erreur ou un petit truc, on l'amplifie. J'imagine le monsieur qui a juste eu l'idée de prendre cette épreuve en photo, il l'a mis sur les réseaux sociaux, et c'est parce que c'est les réseaux sociaux, tout le monde fait le commentaire qu'il veut autour, on dramatise. Ah oui, il y a beaucoup de commentaires. Honnêtement, pour moi, la description d'un mouton, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est la même manière qu'on nous dit, vous êtes à la récréation, il ne commence pas à pleuvoir, décrivez. Tu décris ton voisin de table, décris ceci, décris cela. Bon, maintenant, dans le fond, on peut critiquer notre système éducatif, comment le niveau baisse et tout ça, mais Bien. bon, il n'y a pas trop de problèmes. Vous ne souhaitez pas aborder le sujet, mais on va rester avec vous. Non, bon, peut-être qu'il faut dire que, comme je le disais, c'est parce que le sujet sort de l'ordinaire, c'est tout. Oui. Sinon, non, il est sorti de l'ordinaire parce qu'il y a aujourd'hui les réseaux sociaux. S'il n'y avait pas de réseaux sociaux, tu penses que ça va même... Je parle pas de réseaux sociaux, c'est-à-dire la description d'un mouton. Peut-être que, généralement, quand tu parcours les épreuves, on peut demander au niveau du dessin, dessiner un mouton. Mais décrire un mouton, ça n'avait pas l'habitude de venir. C'est pour cela que j'ai dit que ça sort de l'ordinaire. Mais le chapitre même, c'est la description. Oui. Maintenant, quand on prend ce chapitre, c'est qu'on peut tout décrire, quoi. J'aurais aimé que, peut-être, les enfants, même à la sortie, que si c'était que les gens sont partis les aborder, ils vont vous dire qu'ils ont même adoré ce sujet parce que c'était simple, c'était bien. Tu vois, non? Ils ont décrit le mouton, chacun à sa manière, selon les couleurs, selon... Mais je sais pas. Comment il bêlait, comment tout ça. Mais il y a toujours, comme on le dit dans l'enseignement, il y a toujours un objectif. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça votre interrogation. Quel est l'objectif? Il doit avoir un objectif forcément. Peut-être on peut vouloir chercher à savoir si au niveau des enfants, ils savent qu'on parle au niveau du mouton, on parle de pattes ou bien de pieds. Ouais, ou alors tout ça là, ça peut être des éléments comme ça qui vont chercher à rechercher. On va rester quand même dans l'enseignement, maintenant l'enseignement supérieur avec ce qui se passe aujourd'hui à l'université de Lomé. Ferdinand, vous allez nous aider à comprendre ce sujet. Vous parlez souvent de scandale quand même à la faculté de droit et vous citez deux hommes. D'abord le président de l'université de Lomé, Dodji Kokoroko, et son ami Kosivi Hunake, qui est le patron de centre de droit public. Ils sont dans la tourmente aujourd'hui par rapport à quoi? Oui, on vient de le dire tantôt, l'éducation est à terre, du primaire jusqu'à l'université. Et surtout, lorsque l'université est confrontée à la perte des valeurs, de l'éthique, à la rigueur scientifique qui doit être le pilier de la recherche, il y a forcément un problème. Et donc,
il se passe quelque chose à la faculté de droit, mais au département de droit public, qui touche un certain nombre d'enseignants. Oui. Et le président de l'université, le premier vice-président de la DAS chargé des affaires académiques, qui est M. Hounake. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que au niveau du CAMES, il y a un comité scientifique qu'on appelle le CTS, comité technique scientifique, dans lequel plusieurs enseignants siègent pour évaluer ceux qui postulent à des grades et tout ça. Alors, le CAMES envoie généralement chaque année des dossiers des postulants à ceux qui sont membres du CTS pour étudier et faire leur rapport. Et donc, les dossiers arrivent à la présidence de l'université. La présidence transmet les dossiers à la DAS, notamment au premier vice-président chargé des affaires académiques, qui les affecte aux responsables qui sont membres du CTS. Alors, il se fait que depuis quelque temps, lorsque les dossiers sont arrivés, notamment au niveau de la faculté de droit, mais au droit public, au département de droit public, parce qu'il y a le droit privé, il y a le droit public, ils ont affecté les dossiers à toutes les facultés, les départements, sauf à un groupe d'enseignants du département de droit public. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, lorsque le scandale éclate, et que le CAMES demande aux gens, mais pourquoi vous n'avez pas transmis vos rapports, on n'a pas eu vos rapports, les gens disent qu'ils n'ont pas eu les dossiers. C'est là où les deux hommes ont été interpellés et les gens se rendent compte que certains dossiers ont été même traités à leur place. C'est-à-dire qu'on a rempli les dossiers à la place de certains on n'a pas affecté, d'autres on a fait des rétentions et l'affaire a éclaté à l'université. Et un groupe d'enseignants a saisi le doyen qui est de la faculté de droit et qui est le professeur Oulou, qui a fait un compte rendu au ministre de l'enseignement supérieur. Certains sont passés même directement outre en saisissant directement le CAMES. Alors quand vous voyez dans le dossier, vous voyez le professeur Namtougli qui a directement écrit au CAMES pour signifier au CAMES ces genres d'anomalies. Alors qu'est-ce qui se passe? Certains estiment que ceux qui ont fait la rétention de ces dossiers-là, les professeurs qui ont été victimes ne sont pas de leur réseau. Et à l'université, il y a aussi des problèmes de réseau. Oui, mais c'est les réseaux qui fonctionnent à l'université. C'est les réseaux qui fonctionnent à l'université. Donc, il se peut que le rapport de ces gens-là ne favoriserait pas, eux, leurs amis. Du coup, ils ont fait la rétention des dossiers pour que ces gens ne puissent pas traiter les dossiers qui ont été envoyés en permettant aux amis de leur réseau de faire leur rapport. Et donc, c'est un scandale qui est en train de clabousser actuellement à l'université et que les gens tentent d'étouffer. Alors, quand nous avons eu le dossier, on a fait quelques enquêtes, parce que ça a commencé par les dénonciations du professeur Topanou, du Bénin. Oui, bien sûr. Et nous, on a pris le temps de collecter des informations, d'écouter les enseignants. Et on a tendu le micro au président de l'université, qui rentrait d'ailleurs de la session du CAMES qui s'est tenue, je crois, au Niger. Et lui, il a donné sa version des faits que vous allez trouver dans le journal. Le professeur Hounake, lui, a carrément refusé de dire, bon, lui, il ne commente pas, il a raccroché au nez. Et donc, actuellement, il y a un problème à l'université, c'est inquiétant. La manière dont les mémoires sont soutenues, la manière dont les thèses sont soutenues, la manière dont on fait la promotion des gens, ça ressemble à du copinage, à une bande de copains et de coquins qui se soutiennent. Et au finish, les gens ont des diplômes, ils ont des parchemins, mais au fond, c'est des arrangements entre amis. Et quand il s'agit de l'enseignement supérieur, où la rigueur doit être le pilier de la recherche scientifique, je pense qu'il y a fondamentalement un problème. Donc, c'est ce dossier-là qu'on a essayé de traiter ce matin, en donnant la parole à tous les protagonistes, et en passant ce courrier-là du professeur Namtougli qui a saisi le CAMES en dénonçant le fait que lui n'a même pas eu le dossier et qu'il décline toute responsabilité de tout rapport qui serait parvenu au CAMES en son nom. Quel commentaire vous en faites, Fabrice Petit? Parce que on était ici quand on nous avait dit qu'il y a des professeurs d'université qui ont favorisé les étudiants. Et il y en a un qui a été donc gardé plusieurs jours à la gendarmerie. Et là, quand on nous dit aujourd'hui que CAMES envoie des dossiers, qu'à l'université, il y a des gens qui font de la rétention, il y en a qui traitent le dossier au nom de leurs confrères parce que, bon, ils sentent que les confrères là ne vont pas quand même traiter très bien le dossier de leurs amis. Est-ce que ça ne pose pas problème en un lieu où on appelle centre du savoir, comme l'université?
Oui, bon, de façon globale et sans vous mentir, je suis étranger à ce dossier. Je ne le maîtrise je pas. Comprends, mais je le sujet lui-même. Pas du tout. Mais si tu veux qu'on parle du copinage de façon globale à l'université, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que, bon, il ne faudrait pas également mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des gens qui méritent leur diplôme, dont on connaît bien le parcours, qui ont été brillants et tout le monde peut témoigner, tout leur promotionnaire peut dire qui a fait quoi et qui faisait quoi au moment où il était dans les amphis et autres. Mais il faut dire que de façon globale, les scandales à l'université, il y en a eu. Et généralement, ils ont l'habitude d'étouffer. Et parfois, il y a même un système de caste qui s'est carrément installé au niveau de certaines facultés. Et généralement, les facultés championnes de la magouille sur l'université de Lomé, c'est d'abord la médecine et puis le droit. Oui. C'est les deux. Généralement, c'est les deux. Depuis ça va de père en fils. Vous allez voir ce qui se passe au barreau. Parfois, on ferme la porte à des gens et autres, et tout cela et autres. En fait, les études, c'est pas comme aujourd'hui. Il y a cette histoire d'étudier en ligne où chacun dans son coin, on ne sait pas exactement quelle est la note qu'il a. Mais les études que nous, on a connues, c'est on affiche les notes, quoi. Et on voit la réaction des gens dans les amphis, en classe et tout cela. On sait qui est qui. Donc aujourd'hui, il y a des gens, quand ils te brandissent son doctorat ou je ne sais quoi, tu peux dire oui, lui... Non, c'est possible. Non, c'est ça, le contraire m'aurait surpris. Mais il y a des gens, vous allez vous casser la tête toute la nuit pour vous demander mais comment ça s'est passé, il se passe quoi et aujourd'hui tout ça, tout revient pratiquement au rabais. Donc c'est un peu global, mais je crois que dans le cas dont fait cas Ferdinand, je crois que comme je l'ai dit, je ne maîtrise pas si c'est sérieux, si c'est réel, je crois que c'est un sérieux problème par rapport à la crédibilité même. Bon, il y a le président de l'université, je sais qu'il est juriste, mais aujourd'hui il doit être au-dessus de la faculté de droit puisqu'il est le président de l'université. Je n'ai pas encore parcouru l'article pour voir quelle est sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Bon, on va s'intéresser également et peut-être vendredi prochain, je vous dirai ce que je pense sur ce réellement. Sujet. D'accord, très bien. Abi Alpha, Isotou. Ouais, moi, je pense que plus on avance, plus l'éducation, ça perd de sa valeur et c'est inquiétant. Tu sais, quand on était tout petit, dans les milieux, on a évolué. Ce dont il s'agit aujourd'hui, il s'agit des professeurs. Oui. Vous étiez au groupe, mais ceux qui sont déjà au CG, on ne parlait pas du lycée. À l'époque, quand on nous parle du lycée, pour nous, c'est l'université, c'est-à-dire c'est le high top du savoir. Donc, parce qu'il faut aller du localité pour parler du lycée. Et quand les collégiens quittent, à ce moment, chaque soir, les collégiens n'ont pas cours. Quand je pense c'est seulement une soirée dans la semaine qu'ils vont pour le devoir, un point barre. Le soir, vous vous déplacez, vous diplômez pour les accueillir. Revenant de l'école, tu le vois dans son complet kaki là, avec un demi-cartable, vous êtes content d'avoir au moins chez vous. Donc, ça a évolué comme ça. Toutes ces habitudes ont perdu. Ça même... ça fait que les enfants, plus on avance, l'école, ça dégoûte les enfants. Et actuellement, quand les comportements au sommet du savoir, du temple du savoir, n'encouragent pas, ça fait problème. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les plus grands scandales de triche, c'est à l'université. Quand on parle de ovus, quand on était à l'université, quand on parle de ovus, les ovus, c'est quoi les ovus? C'est ça. Les ovus, ça vient des professeurs. Les sujets tout traités. Le candidat qui rentre dans la salle, il est devant son numéro et il recopie les preuves. Ce n'est pas en terminale, ce n'est pas en première, c'est à l'université. Les gens qui, après les universités, c'est quelque chose quand on évolue ensemble. Quand vous voyez à la fin de la première session, oui. Quand vous cassez la tête pour sortir à la première session, ceux qui ne sont pas passés, les pieds et les mecs, comment ils font pour revenir à la deuxième session, c'est les professeurs qui aident. Donc, quand au sommet comme ça, on aide, on se comporte de façon à ce que l'évaluation académique, les bases de l'évaluation académique passent sur de mauvaises bases, ça fait problème. Ce n'est pas une erreur, ça là on ne peut pas parler d'une erreur. Qu'on ait envoyé des fiches de rapport à certains, qu'on n'ait pas envoyé à certains, ça veut dire que c'est une rétention délibérée.
que encore qu'on dise qu'on est rempli au nom de certains, ça fait problème. Moralement, académiquement, ça faut vous rappeler encore au temps des Nachaba aussi, il y avait un débat comme ça au niveau dans l'administration au niveau qui a fait quoi au Cameroun, qui n'a pas fait quoi. Il y avait un débat comme ça avec les Nachaba, les moments dans la promotion des Nachaba, de Charles Condé Agba et autres de leur génération. Il y avait des débats comme ça. Donc quand c'est des débats comme ça, quand ça devient récurrent, ça fait problème. Parce que c'est quand même une référence quand quelqu'un a envie d'aller loin. Mais quand Dieu là-bas, ça clignote rouge, vous comprenez à quoi ça va ressembler. J'ai encore 2 minutes pour donner la parole à Loïc Losson sur le sujet avant de marquer la pause. Bon, je dirais pas grand-chose, hein, parce que je maîtrise pas encore. Mais ce que Ferdinand nous a fait un point, mais sauf que il disait dedans que Kokoroko a donné sa version. J'aurais bien aimé qu'il nous parle de cette version. Moi, j'ai plus pour pouvoir. Peut-être que vous aurez le temps de lire. Voilà. Donc, je maîtrise pas encore. Mais je pense que il faut penser sincèrement à réformer l'enseignement supérieur et surtout les méthodes d'évaluation, parce que ce qui se passe là-bas n'honore pas le pays. Je sais que quand un pays est en difficulté, ça détient sur tous les secteurs, y compris l'université. Mais les raccourcis, les triches, les gens qui font les mémoires pour leurs femmes, les gens qui font les thèses pour leurs copines, et qui les font évaluer, et que les gens prennent des grades, et puis après, dans des discussions ordinaires, vous voyez que ces gens-là ne tiennent pas, n'honorent pas notre pays. Les enseignants qui transforment leurs étudiants, qui sont soit des doctorants ou des gens qui préparent des mémoires, en esclaves, qui vont travailler chez eux à la maison, nettoyer leur voiture, avant qu'on leur permette de soutenir. Ça existe, mais ça existe à l'université. Avant qu'ils ne leur permettent de soutenir. Et ceux qui ne le font pas, on les bloque pendant des années. C'est pas normal. Donc je pense que le temple du savoir doit être quelque chose de rigoureux et que les évaluations doivent être suivies. Et il faut faire en sorte que, c'est vrai que quand on est professeur, titulaire, agrégé, je ne sais pas quoi, et que bon, on est maître de sa matière, on prépare la relève et tout, mais il ne faut pas que la vie des étudiants soit dans les mains des enseignants qui décident qui doit avancer, qui ne doit pas avancer. Ça, et donc c'est important pour l'avenir, parce que les enseignants-chercheurs, c'est l'avenir du pays. C'est eux qui font les recherches. C'est vrai qu'en Afrique, on ne fait pas énormément de recherches. On a les diplômes, on a les grades, on n'écrit pas assez, on ne sort pratiquement pas de livres. Dans les laboratoires, on ne fait aucune analyse. C'est les Blancs qui font tout, qui nous envoient. Ici, quand vous êtes diplômé en pharmacie, vous vendez plutôt des produits pharmaceutiques. Oui, vous prenez les produits des Blancs, vous vendez, on ne fait pas de recherche et ça marche. Et donc, nous devons faire en sorte que ceux qui sortent de ce milieu-là soient des gens bien formés et que ce ne soient pas des formations approximatives. En fait, ce qui est dangereux dans tout ça, vous savez que les diplômes n'ont de valeur que la crédibilité de l'université qui les délivre. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, par exemple, quand quelqu'un te dit qu'il t'a fait un master, tu cherches à savoir où il a fait ça. Et ça détermine tout. Quand il te dit que c'est dans l'école d'à côté, je ne vais pas citer le nom, ça n'a pas la même cote que... Donc, à cette allure aussi, l'université également tombe là-dedans, c'est que ça remet nous, on n'a pas eu assez de diplômes, mais le peu qu'on a, il faudrait quand même qu'il y ait un crédit autour. Parce que si ça continue comme ça et l'université n'a pas la cote et on dit non, c'est du bordel là-bas, c'est que ça réagit. Merci beaucoup, monsieur. Je donne la parole. Nous allons maintenant parler politique. Politique avec d'abord la coalition des 14 partis de l'opposition qui quand même continue sa tournée malgré quand même cette petite pause pour rencontrer les émissaires de la CEDEAO hier. On y reviendra tout à l'heure. La C14 et le PNP, je ne sais pas si on pourra parler d'un ring entre les deux, les 13 autres et le PNP, puisque la semaine dernière, on l'évoquait un petit peu, puisque le parti de Tikpi, H&M, ne compte pas s'associer aux manifestations, aux meetings, sensibilisation de la C14. Et dans votre éditorial, la dernière fois, vous parlez de Sokone, Bafilo et Mango. Et un petit peu d'ironie, hein, puisque quand vous parlez du PNP, il y a la logique du gouvernement aujourd'hui. Oui, ben c'est pas de l'ironie, c'est l'humour un petit peu. Non, pas de l'humour, c'est des faits. Je vais les développer. Vous comprendrez que puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que quand vous prenez cette décision du PNP de ne pas s'associer au meeting, ils ont donné une raison. Je crois que parmi les raisons évoquées, ils ont parlé d'attendre le sommet de la CEDEAO avant d'envisager quoi que ce soit. Alors je crois que c'était un peu la logique du gouvernement au départ quand on a sorti cette histoire de sursoir aux manifestations
pendant le dialogue et envisager le reste après. Et donc, c'est ce que le gouvernement estimait que l'opposition devait donner au moment où il procédait à la libération de ceux qui ont été arrêtés lors des manifestations et autres. Alors donc aujourd'hui, c'est quand même... c'est vrai que quand on en parle, bon, les gens estiment que ce sont les journalistes qui trouvent la petite bête dans ceci ou cela, qu'en réalité, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas avoir quand même une position comme cela du PNP qui puisse passer inaperçue pour dire que il y a crise ou pas, c'est pas ça le problème, mais il y a un fait. Il y a un fait, c'est que depuis que la coalition existe, pour la première fois, un parti, non pas des moindres, dit qu'il ne s'associe pas au meeting. Alors, est-ce qu'il s'agit... C'est pas la première fois, puisque Mme Brigitte Adjang-Godionson a dit que c'est pas la première fois que le PNP refuse d'associer à des manifestations du PNP, de la C14. Bon, moi, c'est la première fois quand même. C'est retentissant, peut-être. Oui, c'est la première fois. Les autres fois, lorsqu'ils l'ont fait, je crois que de toutes les façons, dans un groupe, il y a toujours des discussions avant qu'on ne prenne la décision finale. Il y a eu des moments où, effectivement, le PNP ramait à contre-courant, mais je crois qu'après des discussions, ils sont entendus, ils ont adopté une position commune. Mais cette fois-ci, c'est que le PNP dit les meetings, ils n'en feront pas avant le sommet de la CEDEAO, et je crois que dans une rédaction sérieuse, ça peut pas passer inaperçu. Donc, faudrait pas qu'on fasse le procès aux gens de chercher la petite bête. C'est une information. Maintenant, est-ce que ça participe à une stratégie, comme on tente de nous le faire croire aujourd'hui, aussi bien par la sortie des uns ou des autres, ou alors s'agit-il d'une fissure? Là, il peut y avoir débat, mais ce qui est sûr, il y a un fait qui saute aux yeux, c'est que pour une fois, l'un des partis importants de la C14 dit ne pas s'associer à des meetings que veut organiser le reste, disons, le reste des partis membres de la C14. Abi Alpha, est-ce que le PNP n'est pas en train d'envoyer quand même un signal à l'opinion? Je suis le seul maître à bord au niveau de la C14. Est-ce que ce n'est pas grave? Je ne crois pas. Il y a déjà eu aussi des meetings qui devaient se faire, pas des meetings, des marches qui devaient se faire, où le PNP était quasiment le seul à vouloir que ça se fasse. Les autres n'étaient pas d'accord. Le PNP a laissé tomber. Mais si retourne dans les... Il y a eu au moins deux fois. C'est ça, par deux fois, il devait y avoir des meetings. Le PNP était d'accord. Les autres ont dit non. Ils sont allés, ils sont entendus, ils ont laissé tomber. Donc, ce n'est pas du jamais vu. Ça, c'est clair. Secondo, au fait, il ne faut pas généraliser. Le débat est né des trois villes en état de siège. Mango, Sokodé et Bafilo. Pour le moment, très tôt, ils sont entendus sur la nécessité de ne pas faire des marches. Mais, pour les meetings, d'accord. Mais les meetings où c'est à ce niveau que il y a une mésentente. Les meetings, dans quelle localité? Parce que l'objectif d'un meeting, c'est de réveiller les localités qui dorment. Est-ce que c'est Mango, Bafilo et Sokodé qui dorment? C'est là que le PNP dit non. Les autres, non, il faut là-bas. Pourquoi? Est-ce qu'actuellement, on est en train de voir aller dans des localités pour peser ce que nous valons, ou bien c'est réveiller les gens? Le PNP en réalité ne veut personne dans son fief. Ce n'est pas ça. Ou bien est-ce que c'est une question d'aller dans des localités pour voir ce que nous valons? Si c'est ça, que les gens patientent, quand les débats sur les élections viendront, on va voir, ça c'est un autre débat. Ou bien il est question de réveiller les localités qui dorment. C'est ça. C'est de ça qu'il est. Donc c'est à ce niveau que les gens ne sont pas attendus. C'est à tout plein. Bon, il n'y a pas de feu. Nous, on ne peut pas faire pour dire que personne n'est manich. Mais n'oubliez pas que quand la coalition se créait, celui qui a lancé l'appel pour que la coalition ils s'entendent pour être autour de la table a parlé d'unicité d'action. Oui, ils sont retrouvés, ce n'est pas pour se fondre en une formation politique, mais pour une unicité d'action par rapport à une dictature qui est en face. Si à un moment donné, il y a une action qui ne répond pas lui à son agenda politique. Mais est-ce que ça ne fragilise pas en réalité? C'est ça l'interrogation aujourd'hui. Je donne la parole à Loïc. Et puis quand on dit que depuis là, par exemple, que les facilitateurs sont venus, ils sont retournés, ils ont parlé de lever des sièges dans les localités en état de siège, qu'il faut lever, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Au moins au niveau des détenus, on a libéré 19. On a libéré 7, c'est pas 19, c'est 7.
Moi, c'est 7 liberté personnes qui sont provisoire libérées. pour- liberté Donc, provisoire pour, au niveau de 12 Mango, autres. au niveau de Mango, d'abord, jusqu'à l'heure où on commence ce débat, personne n'est libéré. Mais 7, le constat est fait à Lomé que 7 sont libérés. 1 de Kwalimé et 6 de Lomé. Le reste là, rien. C'est 7 qui sont au compteur. Donc, quand on dit que il faut voir la bonne foi du régime, quand on a parlé de laisser manifester... Nous allons revenir sur la bonne foi, excusez-moi, Abi Alpha. Je vous donne la parole à Loïc Lawson par rapport à cette petite brouille, hein, enfin si on peut l'appeler ainsi, entre la C14 ou la C13 plus le PNP aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec le raisonnement d'Abi Alpha. Bon, non, pas du tout, pas du tout. Tu sais, moi je dis, en toute chose, regardez l'intérêt supérieur. Si c'est le débat du Togo, je dis regardez celui du Togo. Si c'est d'un parti politique, regardez l'intérêt de votre parti ou de votre regroupement. Ici, il s'agit d'un regroupement. Et Abi dit... Acceptez qu'on vous mette en minorité. Oui, voilà. C'est là où je vais en venir. Abi a commencé son argument en disant il y a eu des moments où le PNP a voulu des meetings, les autres ont dit non. On est en démocratie. Vous êtes dans un regroupement. Quand la majorité ne trouve pas l'idée bien, on se range. Voilà un peu. On est dans un regroupement où on veut l'unicité d'action. Je dis ses propres termes. Voilà. Mais replaçons, ramenons la balle au centre. Pourquoi l'initiative a été prise par la C14, à ce que j'ai compris à travers les communiqués et consorts? Il y a eu une sortie et un communiqué, ou bien un communiqué de la facilitation le 27 juin, qui a demandé qu'on laisse manifester l'opposition à l'intérieur du pays, n'est-ce pas? Et ils ont voulu tester cela, voir est-ce qu'il y a de la bonne foi au niveau du pouvoir. Mais attendez, si le PNP doit refuser, ce n'est pas aujourd'hui, c'est d'attendre une autre occasion. Mais parce le que PNP dit aussi qu'il y a un coup qui se formante. Non, c'est encore, je dis bien, moi je balaye ça de revers de la main. Écoute, ça c'est Eric, le PNP a peut-être des informations que vous n'avez pas. Je viens, une seconde. La lettre officielle qui a été envoyée aux autorités compétentes pour leur demander de manifester n'est pas un courrier du PNP. C'est un courrier de la C14. Au nom de quoi à la fin, quand il y aura grabuge ou quelque chose, on va saisir le PNP. C'est-à-dire, c'est la C14 qui a envoyé. Soit logique. Oui, la C14 existait lorsqu'on parlait de djihadisme. En ce temps-là, quand on parle du djihadisme, c'était le PNP qui avait... On avait déjà demandé le 19. Il y avait la C14, mais quand on dit djihadisme, tout le monde regarde le PNP. Attendez, Loïc Dakar, je m'entretiens avec Loïc. Jusqu'à preuve du contraire, on était dans ce même studio, je me rappelle, j'étais encore là. Je faisais part de ceux qui ont toujours dit cette histoire du djihadisme, c'est du faux. Ne nous amenez pas ça en politique. C'est des histoires. Mais les gens ont utilisé ça. L'argument du djihadisme, ils ont utilisé à fond. Ils ont voulu vendre ça aux Européens, en tout cas aux partenaires du Togo. Personne n'a payé. Même à un franc. Personne n'a cru à ça. Donc, cette histoire du djihadisme, aujourd'hui, tu entends encore quelqu'un du régime parler de ça? Non, personne. Parce qu'ils ont compris que ça n'a pas marché. Et tout le monde sait que le PNP, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, le problème est ailleurs. Moi, je pense que pour une fois, le PNP a fait un rétropédalage qui n'est pas bien dans l'unité d'action. Merci beaucoup. Non, je dois parler Ferdinand d'abord. Ferdinand, quelle est votre analyse sur ce sujet-là? Bon, c'est un peu complexe. Hein. D'abord, que le PNP ne veuille pas s'associer aux autres pour manifester, c'est de leur plein droit. On ne va pas faire une polémique à partir de là. Mais moi, c'est les arguments qui sous-tendent ce refus-là qui me gênent un peu. Il faut faire extrêmement attention. Je pense qu'au niveau du PNP, il faut revoir les éléments du langage. Nous sommes dans un pays où... Et ça, c'est pas la première fois que vous dites ça. Hein. Oui, et il faut faire extrêmement attention. Parce que l'intention qui est derrière, c'est ce que les gens voient. Lorsque vous dites, il ne faut pas aller dans ces villes, parce que j'ai entendu des gens dire que c'est des villes qui servent de cobayes. Oui. Oui, mais... J'ai entendu ça aussi. Oui, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que c'est une zone que nous contrôlons. Nous ne voulons pas que des gens aillent manifester là-bas. Ce n'est pas normal. Parce que ces genres de choses, j'ai entendu beaucoup d'arguments où les gens disent oui, on tue les gens là-bas, il ne faut pas aller là-bas, c'est les gens qui sont martyrisés. Ou bien c'est des gens qui servent de cobayes et le régime se déchaîne sur eux. Au Togo, la lutte pour la démocratie embrasse tout le pays, du sud au nord. Et depuis 1990, on a tué les gens partout.
On a tué les gens partout. On a tué les gens. On a tué les gens en Hérault. En 2005, moi j'étais en Hérault en 2005 pour sauver des gens. Il y avait les balles dans les corps des gens. On a amené des gens à Komé. Après on les a acheminés à Gamé. Tout ça. Des gens sont morts à Takpamé. On a enterré les gens dans les brousses. À un moment même donné, les chiens allaient en brousse ramener des restes humains. Donc il ne faut pas aller sur ce terrain qui risque d'être interprété par les adversaires comme un terrain communautariste. C'est là où il y a eu l'erreur de langage. Il ne faut pas avoir peur des mots. Non, moi je le dis en disant il ne faut pas aller ici parce que nous craignons qu'il y ait un déferlement de violence. Mais en même temps, si le PNP dit cela... Non, j'arrive. Mais en même temps, si le PNP le dit, ça veut dire que ce parti a des renseignements, des informations. Non, moi je ne veux pas rentrer sur le terrain s'ils ont des éléments de renseignement, tout ça. Mais je dis, c'est les éléments du langage. C'est les éléments du langage, c'est la communication. Il faut faire extrêmement attention. Si vous voulez être un parti communautariste, vous n'aurez aucun destin national dans ce pays. Parce que le Togo, sociologiquement, est complexe. Il faut faire extrêmement attention. Si vous voulez conquérir le pouvoir politique dans ce pays, il faut associer tout le monde. Il faut avoir toutes les ethnies avec soi. Vous savez, quand nous faisons souvent les débats, on dit la démocratie, c'est les gens du Nord contre les gens du Sud. Ça a été longtemps interprété comme ça. Aujourd'hui, on a vu pendant longtemps les villes au Sud se réveiller. Pendant 25 ans, on a tué les gens. Et c'est maintenant que les villes Pendant ce temps, beaucoup de villes au Nord étaient en sommeil. Je ne sais pas si c'est aussi un constat. Mais il faut faire extrêmement attention parce que ce genre de choses peut être interprété de manière défavorable contre le PNP. Demain. Il faut faire extrêmement attention. Moi, je le dis de bon cœur pour les gens du PNP pour dire, si vous voulez communiquer, faites extrêmement attention à ne pas faire ce genre de communication. Parce que si vous donnez l'impression de dire que Sokodé, Bafilo, Mango, c'est nos fiefs, vous voulez aller réveiller les gens là-bas alors que d'autres villes dorment encore. Pourquoi vous n'allez pas réveiller d'autres villes? Les gens peuvent vous dire, mais si vous êtes ensemble dans l'opposition, vous nous tenez déjà sur le langage. Si demain nous avons le pouvoir, quel langage vous allez tenir? Donc je pense que le PNP s'appelle Parti National Panafricain. Il faut aller au-delà du carcan. Je vais donner la parole à Abi Alpha, une minute. Je crois que tu parce qu'Abi Alpha se sent interpellé. Tu ne verras nulle part un communiqué du PNP ou bien un audio du PNP où mais ça peut, comme Ferdinand dit, ça peut venir dans les échanges WhatsApp. Mais nulle part, le PNP n'a avancé en tant que parti, ces arguments pour habituellement, il y a des discours officiels, des discours officieux également. Maintenant, on est d'accord là-dessus. Maintenant, quand on a parlé de tester la bonne foi du pouvoir par rapport à leur discours, la bonne foi commence par quoi? Tout de suite, on vous a dit que sur les 61 de détenus, ils ont libéré seulement que 7. Et ils nous parlent de 19-1. Secondo, quand on parle de les gens sont libres de manifester, pourquoi les gens ne manifestent pas dans les 3 villes? C'est parce que les villes sont en état de siège. Oui, il y a l'armée. On a quitté le stade là. S'il vous plaît, il y a l'armée. Mais ce qu'il y a toujours l'armée là-bas. Les gens n'ont pas levé les chiottes. Si tu vas là-bas, l'armée a toujours maintenu ses positions. C'est ça qui est le problème. Maintenant, le PNP n'a pas dit que les gens sont morts ici. C'est pourquoi. Non. L'objectif de ces meetings, c'est quoi? C'est la question qu'il faut répondre. Pourquoi on veut faire ces meetings? C'est pour que, vraiment, puisque les gens nous ont dit autour de cette table que le jour où tout le Togo va se mettre debout, le régime va tomber, et qu'actuellement, ce n'est qu'une petite partie de la population qui est debout. Donc, il faut que le Togo se mette vraiment, toutes les localités se mettent debout. À chaque fois que Adjadam fait son discours, tout ce grand discours, il a commencé par tirer un coup de chapeau à ceux qui faisaient depuis longtemps cette lutte. A commencé sur le plan Lomé au quartier des Baies, les grandes villes qui ont... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc les grandes villes qui étaient devant, avant que maintenant ça embrasse. Maintenant que le constat fait qu'il y a des localités qui dorment et qu'il faut les réveiller, on va là où les gens sont déjà debout ou bien il faut aller là où les gens dorment. C'est la question qu'il faut répondre. Merci beaucoup. Non, moi je crois que c'est moi qui ai la parole. On ne parle pas de gens qui dorment, on parle de tester la bonne foi. Oui, c'est moi qui ai là-bas aujourd'hui, est-ce que là-bas la bonne foi, ça commence par enlever les soldats là où c'est Fabrice qui a la parole, monsieur. La bonne foi, c'est que Abi, tu prends enlevant les gens de leur position Merci militaire dans les beaucoup, Abi Alpha. Oui, d'abord il faut dire qu'il y a une contradiction quand même dans la démarche du PNP par rapport au reste de l'ensemble. C'est-à-dire que si vous estimez qu'il faut par exemple attendre la décision de la CEDEAO avant de faire une manifestation, soit vous êtes pour les manifestations
sur l'ensemble du pays, là où on veut manifester, ou alors vous n'êtes pas pour les manifestations et on arrête tout. Il n'est pas question de dire que oui, bon, les gens dorment ailleurs, que c'est ici, il faut pas aller ici ou là. Je crois qu'il y a un élément fondamental. Il y a une contradiction. Il y a une contradiction parce qu'aujourd'hui, effectivement, ça donne l'impression comme si les gens veulent protéger leur soi-disant fief. Et c'est là je suis d'accord avec Ferdinand quand je dis que c'est dangereux. Et moi aujourd'hui, moi je n'ai pas peur des mots. Au début, je l'ai dit ici que les militants du PNP se comportaient comme si c'était un parti communautariste. Bon, on a dit non, que oui, l'unir aussi c'est Kara et tout cela. Et aujourd'hui, et vous avez vu, aujourd'hui, tous les thèmes ne sont pas dans le PNP. Et les thèmes qui se sont affichés pour dire que nous ne sommes pas dans le PNP, vous voyez ce qu'ils subissent. Vous voyez ce qu'ils subissent. C'est-à-dire 6 mois par Fabrice, je critique le PNP aujourd'hui en tant que journaliste. Je passe à son côté libre. On dit, bon, lui, ça va de soi. Mais si un thème journaliste ose aujourd'hui s'en prendre au PNP, c'est la fatwa. Bon. Et donc ça a été toujours fonctionné comme ça. Non, monsieur, laissez-moi terminer. Aujourd'hui, quand on me dit que dans les propos d'Atchadam m'a dit ici que Fabre n'a qu'à s'occuper du Sud et que lui va s'occuper du Nord. Alors ça rime à quoi? Et c'est pour cela que j'ai toujours dit ici, un parti, aujourd'hui, heureusement que le Togo est configuré de telle sorte que quand tu comptes seulement sur ton ethnie, tu ne seras jamais élu. Merci beaucoup Fabrice. Tu ne seras jamais élu. Donc il faut éviter le communautarisme, ce n'est pas seulement valable au PNP. Si les autres partis politiques fonctionnent de la même manière... Ce que je veux dire, c'est que écoutez, les histoires de communautarisme, je ne veux pas de ce débat. Moi, tu sais, j'ai toujours été allergique contre les débats de communautarisme. Je suis de tête. Mais la réalité sur le terrain, la réalité sur le terrain, ce n'est pas propre au PNP. Oui. Ce n'est pas propre au PNP, on le sait très bien. Quand tu prends les partis, globalement, quand je prends les grands partis, ou même certains partis, quand tu prends le quart à main levée, on sait que dans le haut temps, le quart fait mouche. Tu comprends? Quand tu prends je sais pas, le parti de l'ANC, Lomé, à Nero, ça fait mouche. Quand tu prends l'UNI, c'est Akara, ça fait mouche. Tout le monde le sait. À UNI, on s'en cache pas. Et ainsi de suite. Et c'est pas parce que le PNP a pris le thème, a pris ce côté et Bafilo qu'on va les stigmatiser. Non, le débat n'est pas là. Le débat se pose au niveau du PNP lui-même, qui aujourd'hui est en train de vouloir se tirer une balle dans les pieds. En voulant, parce que tout le monde sait que c'est parce que c'est votre fief que vous ne voulez pas que les gens aillent là-bas. En voulant tirer sur cette fibre, ça désavantage le PNP. Abi Alpha, moi je te dis, c'est la vérité et tout le monde le sait. Les Togolais ne sont pas dupes. Et Atchadam et ses amis ont beau chercher des arguments, la preuve pour une fois, Atchadam tient souvent des arguments solides. Pour une fois, Atchadam... il est planté. Oui, non, là il est planté, merci. Non, ils sont plantés au niveau du PNP. Attendez, Abi Alpha. Ce n'est pas bien. Peut-être que c'est aujourd'hui vous vous rendez compte. Attendez, monsieur. Je veux que sinon ça sautait aux yeux. On ne parlera pas tout ça à la fin, monsieur. Il y a une discipline de plateau. Abi Alpha, non. Donc, bref, il y a une logique aujourd'hui. La C14 a dit, je veux tester la bonne foi. Bien. Et je l'ai dit au départ, le PNP étant dans une dynamique, une fois que c'est ça, lui aussi suit la dynamique. Le débat ne sera pas que sur PNP aujourd'hui. Moi, je voudrais juste... Ferdinand, pour votre deuxième prise de parole. Moi, je voudrais juste... pour chacun. Moi, je voudrais juste... et je le dis souvent quand je suis au studio, dire à tous les partis politiques qui sont en train de lutter pour l'alternance, en leur disant ceci. L'alternance au Togo, l'alternance demain, ce ne serait pas la revanche d'une région contre une autre. C'est ça. Ce ne serait pas la revanche d'une ethnie contre une autre. Et quand vous voulez, je parle toujours aussi ici de offre politique de l'opposition. C'est quoi l'offre politique? Parce que ce que nous traversons au Togo est complexe. C'est énormément complexe. Vous voyez bien, quand vous analysez bien le pays, vous vous rendez compte que jusqu'à maintenant, presque toutes les régions sont rentrées dans la contestation. Oui. Même si à un moment donné, certaines régions, les gens se calment un peu, ou bien on a reprimé, les gens se calment. Mais il y a une seule région qui n'a pas bougé. Jusqu'à maintenant, même si on suppose que les gens dans cette région sont pour la démocratie, cette région ne bouge pas. Je vais parler de la région de la Kara. Et pourquoi cette région ne bouge pas? Il ne suffit pas de faire le constat pour dire que la région là ne bouge pas.
il faut faire des analyses au-delà des constats. Il faut faire des analyses sociologiques pour dire pourquoi les gens ne bougent pas là-bas. Parce que ce maillot, à un moment donné, sera essentiel s'il faut que l'alternance bascule. Parce que dans cette région, vous avez une majorité de gens qui sont dans l'armée. Dans cette région, vous avez une majorité de gens qui sont dans l'administration, qui tiennent le pouvoir politique, le pouvoir financier. Or, tant que ces gens n'ont pas bougé, c'est qu'il y a un problème. Et donc, à un moment donné, il faut essayer de créer des passerelles, de rassurer des gens, de faire comprendre aux gens que l'alternance n'est pas dirigée contre eux, pour que cette région rentre dans la danse à travers des symboles. Parce que cette région a des gens qui sont soit dans le pouvoir ou ont fait le pouvoir, qui ne sont plus en activité aujourd'hui, qui peuvent être des symboles pour faire basculer un certain nombre de choses. Donc, moi, je pense que c'est de l'offre politique qu'on jugera demain. Comment est-ce que l'alternance sera perçue? Parce que si nous faisons 50 ans à errer dans une dictature et qu'à l'alternance, nous rentrons dans les... on va s'embrouiller dans les labyrinthes ethniques ou des problèmes où le pays va basculer, on n'aura rien fait pratiquement. C'est pour ça que l'alternance doit être un processus maîtrisé. Et donc, il faut tenir compte de la sociologie, de la complexité du cas togolais. Et ça, je le dis, mais je m'adresse à l'opposition. Parce que j'ai toujours dit ici qu'on attend d'eux une véritable offre politique. Parce que moi, je pense que Faure a véritablement perdu le pouvoir. Mais tant que vous n'allez pas faire une offre politique qui rassure, personne ne le dégagera. Vous savez, toujours dit si le Ghana est à côté, je termine par là, si le Ghana est à côté, et le Bénin à côté ou le Burkina à côté, ce qui les importe dans le cas togolais, c'est la stabilité. C'est la stabilité. C'est pas des histoires, c'est la stabilité. Si demain, le Togo doit connaître l'alternance et que le pays va basculer dans l'instabilité et qu'il y aura des flux de réfugiés au Ghana, au Bénin, ou je ne sais pas, au Burkina, ils n'accepteront jamais d'appuyer un candidat comme ça. Bien. Donc il faut que les gens réfléchissent. Merci. Je voulais comprendre un autre sujet. Excusez-moi, parce qu'on n'avons que 5 minutes maintenant. Vous savez qu'hier, il y a quand même les émissaires de la CEDEAO qui étaient à Lomé. Et quand on écoute le communiqué final, ou l'interview, je ne sais pas trop, mais de Francis Béhanzin, qui est le général, qui est l'envoyé du commissaire de la CEDEAO, on a le sentiment que les acteurs n'ont voulu rien dire à la presse. Est-ce que vous avez le même sentiment, Fabrice? Oui, c'était prévisible, dans la mesure où je crois que s'ils étaient là pour, ils ne leur revenaient pas. C'est vrai que souvent, ils font un communiqué final quand même, mais les chefs d'État, les deux facilitateurs n'étaient pas là, sans doute forcément qu'ils vont rendre compte avant de sortir quoi que ce soit. Et moi, je crois que l'objectif, c'était de rencontrer les différents acteurs. Bon, rien n'a filtré, c'est vrai, par rapport à ce qu'on a l'habitude l'habitude d'avoir. Mais je crois qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas également se tromper. Ça doit être, c'est-à-dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. La rencontre d'hier, rien ne présageait qu'il devait avoir du nouveau. On connaît les positions et dans les coulisses, on sait que rien n'a évolué dans la démarche des uns et des autres, et donc naturellement on devrait avoir le même résultat. Il n'y a rien à se mettre sous la dent ou alors répéter ce qu'on a déjà dit. Et c'est pour cela aujourd'hui tout le monde s'est dit que bon, c'est cette fameuse feuille de route de la CEDEAO qui peut vraiment relancer les débats dans la situation. Sinon, en ce qui concerne les acteurs, oui. Chacun reste arc-bouté sur sa position, rien n'a évolué. Le gouvernement dit qu'il libère les détenus, mais ça n'a pas l'air de changer l'attitude de la coalition qui reste toujours sur sa soif, oui, bien sûr, en ce qui concerne les personnes libérées. Elle a encore dit hier à la sortie de la rencontre à Abi Alpha sur le sujet-là. Ouais, je crois que hier c'était pour évaluer les différentes recommandations, positionnements. Et puis par rapport à cette évaluation, ça va permettre de voir la connotation qui serait donnée à la feuille de route, qui va s'imposer degré ou de force, même si au départ les gens ont pensé que quand on parlait de feuille de route, c'est dit jamais vu. Moi je pense que hier quand Fabre est sorti de choses, il a dit un mot qui résumait tout. Il a dit tout est à refaire. Tout est à refaire. Il est dans des déclarations. S'il vous plaît. Il a dit tout est à refaire. Et ça résume tout. Ça résume tout quand on voit ce que le minimum qu'on demande au régime en place de faire et qu'il ne veut pas faire. Actuellement, ils ont un décret, on parle de 19 libérés, alors que sur le terrain,
C'est 7 qui sont libérés, qui sont constatés. Peut-être qu'on va entendre un peu. En tout cas, ce n'est pas la première fois. On avait parlé aussi, on avait donné un nombre, on a donné 12 libérés à Kara, on a constaté que jusqu'à présent, personne n'est libéré. Il y a quelques mois. Donc, ce n'est pas la première fois que c'est-à-dire l'autorité fait ses opérations de com en donnant de fausses informations pour faire croire qu'on est dans la logique de la bonne foi. Donc, quand les chefs de file de l'opposition parlent de tout est à refaire, mais quelle bonne foi du régime vous voulez encore tester? Tout est déjà là, sur le terrain, tout le monde constate que les gens ne sont pas de bonne foi. Donc, je pense que le 30-31, surtout le 31, serait très déterminant parce qu'au fait, le 30, ce n'est pas, ça ne va pas concerner le Togo. C'est une affaire entre la CEDEAO et les dictatures de l'Afrique centrale. Parce qu'entre-temps, les gens ont voulu les inviter aussi ici pour essayer de faire croire qu'on n'est pas les seuls qui ne voulons pas quitter le pouvoir. Donc, si ça peut les marcher, tant mieux. Merci mais beaucoup, Abi. Je pense que hier, le Djina Benze, il est venu, il a fait son évaluation. Vous allez constater qu'aucun communiqué n'a été signé. Oui, bien sûr. Donc, ça dit tout, mais c'est on est venu pour prendre à tous les niveaux aussi. Pour prendre l'atmosphère et aller rendre compte à qui de droit. Mais le constat est que tout est à refaire, les gens ne veulent pas bouger de leur position. Et ça dit tout, quoi. Loïc. Non, moi, au finish, on est voilà un pays où on a des problèmes et tout le temps, des gens viennent pour dire nous régler le problème, on trouve pas. La solution, elle est simple. À mon avis, c'est ce que moi j'ai écrit hier. C'est le président Fognas qui a la clé aujourd'hui. On doit arrêter tout ça. Et tous ceux qui sont de bonne foi... On est déjà sur le chemin, on ne peut rien arrêter. Tous ceux qui sont de bonne foi et qui ne mâchent pas leurs mots savent que la solution se trouve entre les mains du président Forci, il le veut tout de suite. Expliquez-moi pourquoi. Il a besoin que, aussi peut-être que l'opposition joue le jeu. C'est-à-dire, Faure l'a dit lui-même, Faure l'a dit lui-même récemment à Thévier, dans un de ses speeches, que la clé, la solution... Oui, au niveau de l'unir. La clé est dans notre main, la solution est dans notre main. Mais écoutez, moi, partout dans le monde, quand il y a, quel que soit le clivage, pour moi, la démonstration est simple, c'est le plus fort qui fait le premier pas. Je peux vous citer plein de conflits, en interne comme entre États. C'est le plus fort qui fait le premier pas vers l'autre. Et c'est ça aussi le leader, c'est ça le chef. Même Jésus a lavé le pied des apôtres. Même Jésus a fait des pas à un moment. Mais les gens doivent pouvoir expliquer au président de la République que le leader aussi c'est cela. Et le président de la République s'y prend ses responsabilités, il peut couper l'herbe sur le pied de la CEDEAO avant le 31 décembre. Il suffit qu'il appelle Fabre et Tikpi. Mais avant ça, trouver la bonne passerelle. Oui. Aujourd'hui, ici, son problème, c'est qu'il n'a plus de pont. Autour de Fort, il n'y a plus de pont capable de faire... plus de liaison. Hein. Voilà, entre capable de faire le couloir. Pour pouvoir d'abord. Vous êtes sûr? Mais je ne sais pas qui va le faire. Je ne sais plus. Les ponts sont allés où? Non, les passerelles, je parle de passerelles, je ne sais plus. Ils sont coupés. Je ne sais pas. Tu sais, c'est un chef. C'est aussi ça, les chefs d'État. Quand tu vois, il y a des problèmes entre-temps, il y a eu des problèmes entre Bédié et trucs. Il y avait eu entre Bédié et Ouattara. Il a fallu qu'il y ait des passerelles et après ils se sont retrouvés. Oui. Pendant longtemps, ils ne se sont plus vus. Un président doit avoir autour de lui des gens capables de faire ce genre de lobbying pour lui. Il faut être entouré des gens qui ne s'enrichissent que pour leur poche. La plupart. Que pour leur poche et qui n'ont pas d'aura politique. Vous n'avez pas changé. Tu sais, je vais t'expliquer une chose. Quand tu es un président, ce n'est pas ta popularité à toi, à elle seule qui suffit. Il faut la popularité des gens qui sont autour de toi. Tu vois les Gol Koulibaly quand tu vois Gol Koulibaly, il fait des meetings quand il va dans son fief, comment ça fait son monde. Quand tu vois les Ouattara, les Soro, c'est comme ça. Il est populaire que lui seul. Et autour de lui, quand tu prends son gouvernement, c'est Doucet qui peut mobiliser des gens à pouvoir... Non, je donne l'exemple banal. D'accord. À Lomé ou je ne sais pas à Néro, c'est Barra qui peut mobiliser pour lui. Non, il n'y a pas. Son problème c'est ça. Et en plus de ça, maintenant, il n'y a pas des gens capables de faire le pont pour l'aider. Qui dit à Loïc que si aujourd'hui Fort dit je ne suis pas candidat en 2020, la joie viendra seulement. Je n'ai pas dit ça. Moi, je ne parle pas de candidat. Oui, quand tu parles tu as dit autre chose. On parle d'une crise. Très bien. Moi, je dis aujourd'hui, moi, je parle aujourd'hui. Aujourd'hui, non, moi, je ne vais pas parler. Je parle du dialogue. Ce dont tu parles, c'est difficile. Généralement, dans ce genre de situation, c'est difficile que ça vienne de l'entourage. Et c'est là où la société civile, pas les associations, mais les communautés
religieuse. Non. C'est à ce niveau, lorsqu'elle pèse beaucoup, on le voit dans d'autres pays. Je te donne un exemple banal. Non, malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression qu'au niveau du Togo, tout le monde est entaché. Parce qu'aujourd'hui, stratégiquement, ça va être, oui, on appelle les ce sont les gens qui nomment les conseillers. Ça va être difficile à un conseiller. Non, en fait, je ne m'adressais pas à toi. Ça va être difficile à un conseiller dans l'entourage, puisque ça fait un bloc, c'est vous, de se lever un matin, dire, bon, voilà. Mais je crois que ce courage-là, ceux qui n'ont aucun intérêt, peuvent le faire, et c'est pour cela que j'interpelle un peu la communauté religieuse, mais sauf que au début elle est un peu attachée, on la classe soit par ici, soit par là, et ça pose un autre problème. Tu vas voir, pour répondre par rapport à ça, je tiens à dire un mot. Tu sais, la CVJ te parler. Je me redonne la parole. Ce que je sais, c'est que même dans les régimes de ce genre, parfois on arrive à faire des gestes. Obiang Nguema, par exemple, a gracié tous les prisonniers de son pays en disant nous sommes tous des Équato-Guinéens, il y a eu des problèmes, on fait table rase, on repart sur de bonnes bases. Je ne sais pas ce qui fait, je ne sais pas ce que les gens gagnent ici en maintenant des gens en prison inutilement, y compris même leurs propres frères de sang et tout. Il faut commencer par là. Mais l'autre chose que j'aimerais dire, moi, je n'attends pas grand-chose de la CEDEAO, de la CEDEAO. Mais je pense qu'il y aura un déclic par rapport à 2020. Parce qu'un pouvoir de ce genre, je l'ai toujours dit, je continue de le dire, un pouvoir de ce genre n'a pas d'avenir. Que les gens le veuillent ou pas, un pouvoir de ce genre n'a pas d'avenir. Et ça, il faut que les gens se mettent dans la tête. Elle finira pas... si vous ne voulez pas quitter les choses qui finiront pas vous quitter demain. Donc, il faut être lucide pour voir venir le danger. On dit, l'homme sage voit venir de loin le mal. Et donc, il faut que des gens essayent d'avoir la lucidité de comprendre que il va se passer, à un moment donné, ils ne pourront plus aller de l'avant. Ouattara a-t-il mis fin à la difficulté? Oui, naturellement. Je vais juste en parler. Hier, il faut voir, Ouattara n'a fait que 10 ans à la tête de son pays. Secondo, hier, quand vous avez vu... Il n'a pas encore bouclé 10 ans. Vous avez vu ça dans 2 ans. On peut résumer ça à 10 ans. Si vous avez vu la vidéo dans laquelle, les conditions dans lesquelles il a déclaré sa non-présence en 2020, comment les gens ont jubilé? Ce sont les gens de sa formation politique. Pour rejoindre il y a une guerre. S'il vous plaît. Donc, il faut voir comment les gens ont jubilé. Bien que ce monsieur n'est pas encore à notre niveau, il n'a fait qu'à peine 10 ans. Voilà comment, dans sa famille, les gens ont jubilé. Et depuis là, on demande à quelqu'un qui a fait déjà 51 ans avec son papa, signe que tu n'es pas candidat en 2020. Et il pense que c'est dit jamais vu qu'on a... Par rapport à Ouattara, il faut dire que, en fait, le message de Ouattara est double. Ceux qui s'éternisent au pouvoir et puis ceux qui sont très âgés également. Il a cité des exemples parce que aujourd'hui il y a des gens, c'est vrai, désolé, leur carrière n'a pas abouti au pouvoir, mais il y a des gens qui ont un âge où ils ne doivent pas ils doivent céder la place aux jeunes. Ce que je sais, c'est que je ne vais pas parler de Ouattara dans ce sens, mais c'est Gondo. Le problème, comme on le dit, par rapport à la CVJ, regarde, c'est Foya Simbe qui l'a mis en place. Elle a donné tout ce qu'il faut pour qu'on sorte de ça. Et elle n'y a pas respecté. Au moins ça là, on a tout donné. Merci. Merci beaucoup Loïc Lawson, Abi Alpha, Fabrice Pekiezi, Ferdinand Ité. Merci à vous d'être venu pour le débat de ce jour. Loïc, revenez-nous très souvent maintenant. Hein. Promis? Il est là. Bien. Merci à Jack Prosper. Merci à vous. Bon week-end. Appelez-moi Saint-Rigator. À bientôt. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM. Musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.